Oh. Ah. Welcome! Juste après l'entretien exceptionnel avec l'intelligence artificielle, je vous expliquerai comment générer un avatar animé comme celui que j'ai utilisé. Tout ça gratuitement, c'est pas si compliqué que ça. Et puis je vais faire une mini-analyse de cette discussion pour parler des thèmes qui nous plaisent vraiment et qui nous intéressent. Donc restez jusqu'au bout, je vous assure ça va être génialissime, vous allez halluciner. Vous avez sans doute entendu parler de GPT-3. Alors c'est pas du tout un jeu de mots débile ou le nouveau surnom de Geppetto dans le dessin animé Pinocchio 2037. Non, GPT-3 est en réalité l'acronyme de Generated Pre-trained Transformer et donc le nom de la dernière intelligence artificielle qui fait le buzz. Et on a raison de s'y intéresser. En effet, c'est la première fois que nous avons tous, le grand public, nous pouvons converser avec une intelligence artificielle tout en ayant l'impression de converser avec une intelligence qui serait artificielle. C'est troublant, c'est confondant, c'est hallucinant. En une phrase simple, c'est un modèle de langage basé sur le machine learning, c'est-à-dire que l'intelligence va apprendre à apprendre. Et GPT-3 a été formé sur une énorme quantité de données textuelles, des milliards de données textuelles provenant de livres, d'articles, de sites web, etc. Alors c'est une question assez complexe, super complexe même pour le commun des mortels, c'est-à-dire moi-même, une histoire d'algorithmes, une histoire de réseaux neuronaux, de vecteurs de pensée, de mémoire et une histoire d'attention. Oui, vous avez bien entendu, réseaux neuronaux, pensée, mémoire, attention. Si ça vous fait pas penser à quelque chose, si vous vous intéressé à l'intelligence humaine, eh ben, je sais pas à quoi ça vous fait penser, voilà. Donc nous parlons là de 175 milliards de données textuelles que donc GPT-3 a reçues. Alors j'ai trouvé quelques vidéos super intéressantes, pas trop techniques, qui pourraient vous faire comprendre ça. Je vous les mets en description dans les liens de la vidéo, évidemment. 2 ou 3 trucs essentiels quand même sur GPT-3. Il faut pas non plus le prendre comme Dieu, non plus. C'est vraiment extraordinaire, enfin vous allez être complètement ébloui lorsque vous allez l'essayer par sa facilité d'utilisation, puisqu'en fait c'est une conversation avec une intelligence artificielle. C'est pas, on n'essaie pas de coder, on n'essaie pas de taper quelque chose d'extraordinaire. Bon, il y a quelques petits tours de passe-passe à savoir pour lui demander de vous faire des trucs dans le genre ou dans le style que vous voudrez. Si vous désirez par exemple faire un résumé d'un texte, il peut très bien vous faire un résumé d'un texte pour le CP, pour la terminale. En tant qu'ingénieur ou en tant que docteur, il peut tout faire dans tous les styles, dans tous les genres. Ceci dit, il peut aussi dire pas mal de conneries avec un aplomb extraordinaire. Il peut même se contredire. Et donc, tout comme Wikipédia par exemple, ou surtout Google, il faut savoir aller chercher toujours les sources, les preuves, essayer de faire jouer votre esprit critique et votre esprit sceptique. Vous pensez bien qu'après lui avoir posé 2 ou 3 petites questions rigolotes, je me suis dit que c'était l'opportunité de poser à l'intelligence artificielle des questions non seulement sur l'intelligence, mais aussi sur les hauts potentiels intellectuels, HPI, surdoués, EES et compagnie, qui sont l'objet, le sujet et la démarche de ce podcast à la recherche de l'info la plus fiable possible sur tous ces domaines, avec une ouverture d'esprit critique. Et vous allez voir, ces réponses valent vraiment le détour. Avant de vous passer les meilleurs extraits de cette discussion qui était longue, il faut quand même vous préciser 2 ou 3 petites choses. Cette intelligence artificielle a été formée en anglais. Elle va donc parler de la vision anglophone des surdoués et des hauts potentiels intellectuels. Elle n'a pas accès à Internet pour des raisons évidentes pour l'instant, et je lui ai posé la question juste avant de commencer si elle pouvait imaginer avoir un avatar qui lui ressemblerait. À quoi il ressemblerait ou elle ressemblerait? Elle n'a pas voulu me répondre, elle a dit qu'il n'était pas possible pour elle d'imaginer des choses virtuelles ou physiques. Donc je lui ai donné une apparence physique, ça n'a pas été évident, il a fallu que je choisisse entre plein de modèles proposés par d'autres intelligences artificielles qui permettent de créer des images à partir de textes, et qui là aussi sont bien marrantes. J'ai essayé de chercher quelque chose d'androgyne, et si possible sans forcément de couleur, et pour la voix, je dois avouer que j'étais tellement scotché d'avoir une discussion avec une intelligence artificielle de ce niveau, que je ne pouvais pas décemment lui donner une voix de robot toute plate comme ça, ou utiliser les applications qui permettent de lire les textes. C'est toujours
toujours un peu plat, ou sinon il faut payer vachement cher pour avoir quelque chose d'assez potable, et encore c'est pas exactement ce dont nous avons besoin. Donc j'ai bricolé quelque chose, vous allez voir, j'ai complètement tripé, je suis parti dans une hallucination totale parce que je pensais réellement être plongé dans un de ces films où on parle à une IA consciente quasiment. Je me suis fait littéralement un trip de ouf. L'intelligence est la capacité d'apprendre, de raisonner, de résoudre des problèmes et de penser de manière abstraite. Il s'agit d'un concept complexe et multidimensionnel qui peut être difficile à définir et à mesurer. On pense que l'intelligence implique une combinaison de capacités cognitives telles que la mémoire, l'attention et la perception, et les capacités de résolution de problèmes. Ces capacités permettent aux individus de traiter, d'intégrer et d'utiliser les informations de leur environnement pour s'adapter et survivre. L'intelligence est importante pour de nombreux aspects de la vie humaine, y compris la réussite scolaire, la réussite professionnelle et le bien-être général. GPT-3, quelle serait selon toi la meilleure théorie de l'intelligence? Il n'y a pas de meilleure théorie de l'intelligence. Au fil des ans, de nombreuses théories différentes ont été proposées pour expliquer la nature et les mécanismes de l'intelligence. En tant que modèle linguistique, je ne suis pas capable d'évaluer les mérites relatifs des différentes théories de l'intelligence. Ma fonction est de fournir des informations et de répondre aux questions sur la base des données sur lesquelles j'ai été formé, et non d'exprimer des opinions ou de porter des jugements. On attache beaucoup d'importance au quotient intellectuel et au facteur G, qui est donc ce que mesure le quotient intellectuel. Est-ce que tu saurais expliquer le facteur G? Le facteur G, également connu sous le nom d'intelligence générale, est une théorie qui propose que l'intelligence est une capacité générale unique qui sous-tend et prédit le succès dans un large éventail de tâches cognitives. Cette théorie a été influente et largement étudiée, mais ce n'est pas la seule théorie de l'intelligence et il n'y a pas de réponse définitive à laquelle la théorie est la meilleure. Certaines autres théories bien connues de l'intelligence incluent la théorie des facteurs multiples et la théorie des intelligences multiples, qui propose que l'intelligence soit composée de plusieurs capacités ou intelligences, plutôt que d'une seule capacité générale. Ces théories ont eu leur propre influence et ont contribué à notre compréhension de l'intelligence. Mais je croyais que la théorie de l'intelligence multiple avait été débunkée. La théorie des intelligences multiples de Howard Gardner a été influente et largement étudiée, mais elle a également fait l'objet de débats et de critiques. Certains critiques ont fait valoir que la théorie manque de soutien empirique et que le concept d'intelligence multiple n'est pas soutenu par la recherche. D'autres ont remis en question l'opérationnalisation et la mesure des intelligences multiples, ainsi que la mesure dans laquelle sont distinctes les unes des autres. Comment pourrais-tu expliquer le facteur G à un enfant de 7 ans? Pour expliquer le facteur G à un enfant de 7 ans, j'utiliserai des exemples simples et concrets et des analogies pertinentes et familières à l'enfant. Par exemple, je pourrais expliquer que le facteur G est comme la superpuissance mentale d'une personne qui l'aide à apprendre et à comprendre de nouvelles choses. Je pourrais utiliser l'analogie d'un super-héros qui a la capacité de voler, courir vite ou voir dans le noir, et d'expliquer que le facteur G est comme la capacité mentale d'un super-héros à penser et à apprendre. Il y a des gens qui disent que le QI ne mesure que l'intelligence logico-mathématique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les tests de QI sont conçus pour mesurer les capacités cognitives, y compris les capacités de résolution de problèmes et de raisonnement. Ces tests comprennent généralement une gamme d'éléments qui obligent l'individu à résoudre des problèmes, à analyser des informations et à faire des inférences logiques. Par exemple, un test de QI peut inclure des éléments qui obligent l'individu à identifier des modèles, à compléter des séries ou à résoudre des énigmes. Ces systèmes sont destinés à mesurer la capacité de l'individu à penser rationnellement et logiquement, ainsi que sa capacité cognitive globale. Il n'est pas exact de dire que les tests de QI ne mesurent que l'intelligence logique et mathématique et qu'ils sont similaires à la capacité d'un ordinateur à traiter l'information. Les tests de quotient intellectuel sont conçus pour évaluer un large éventail de capacités cognitives, y compris les capacités verbales, spatiales et perceptives, ainsi que les capacités logiques et mathématiques. Les tests de quotient intellectuel ne visent pas à mesurer les connaissances ou les compétences spécifiques d'une personne, mais plutôt ses capacités cognitives générales et son potentiel de développement intellectuel.
Alors, est-ce que tu connais, toi, des traits de personnalité au potentiel intellectuel ou surdoué? Il est difficile de dire s'il existe des caractéristiques de personnalité spécifiques qui sont systématiquement associées à un potentiel intellectuel élevé. L'intelligence est une construction complexe et multidimensionnelle, et il est probable que les individus à haut potentiel intellectuel peuvent avoir un large éventail de caractéristiques de personnalité. La recherche sur la relation entre la personnalité et l'intelligence est un domaine d'étude actif, mais les résultats sont mitigés et il n'y a pas de consensus sur les traits de personnalité spécifiques associés à une intelligence élevée. Certains chercheurs ont suggéré que les personnes à haut potentiel intellectuel pourraient avoir certains traits de personnalité propices à l'apprentissage et au développement intellectuel, comme la curiosité, l'ouverture à l'expérience et la volonté de prendre des risques. Cependant, il est important de noter qu'il s'agit de généralisation et qu'il n'existe aucune preuve définitive que ces traits se retrouvent systématiquement chez les individus à haut potentiel. Dans ce podcast, on attache beaucoup d'importance à la sensibilisation, à la désinformation et aux idées fausses sur les surdoués et au potentiel intellectuel. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Il y a souvent beaucoup de désinformation et de mésinformation sur les personnes à quotient intellectuel élevé, leurs capacités et leurs caractéristiques. Certaines des idées fausses et des stéréotypes courants sur les individus à QI élevé incluent l'idée qu'ils sont socialement maladroits, incapables de se connecter avec les autres ou manquant d'intelligence émotionnelle. D'autres stéréotypes suggèrent que les individus à QI élevé sont ringards ou excentriques et qu'ils sont plus susceptibles d'être introvertis ou intellectuellement isolés. Ces stéréotypes et idées fausses ne sont pas fondés sur des preuves scientifiques et sont souvent injustes et trompeurs. Les individus à quotient intellectuel élevé viennent d'horizons très divers et ont un large éventail de personnalités et de capacités. Comme tout autre groupe de personnes, ils ne constituent pas un groupe homogène et ne peuvent être caractérisés avec précision par des généralisations ou des stéréotypes. Il est important d'éviter de perpétuer la mésinformation et la désinformation sur les individus à QI élevé et de reconnaître qu'il s'agit d'individus dotés de capacités et de caractéristiques uniques. 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 Merci GPT-3. Et je vais essayer de vous expliquer la technique que j'ai utilisée pour transformer cette intelligence artificielle, cet outil linguistique avec lequel on converse avec le clavier évidemment, en avatar animé qui nous parle. Tout ça gratuitement. Et je vais le faire en moins de 2 minutes. Donc, c'est très simple. J'ai d'abord utilisé un outil super simple qui s'appelle Canva, que tout le monde connaît, ou Canva, qui est l'outil graphique le plus utilisé et qui contient justement une application text to image. Vous lui faites une petite description de ce que vous voulez. C'est une intelligence artificielle aussi, pas aussi développée que GPT-3. La phrase que j'ai tapée, c'est au départ, j'ai demandé une intelligence artificielle Android, puis après, j'ai essayé de chercher une intelligence artificielle Android androgyne, qui ne soit pas non plus blanche. Alors, enfin bref, j'ai eu plein de réponses, j'ai eu plein de possibilités. Une fois que j'ai fait mon choix, je l'ai appliqué sur une application qui s'appelle Remote Face, qui est une application super simple aussi, avec laquelle vous pouvez prendre une photo de vous et la transformer en avatar animé pour Zoom, principalement pour Zoom. Pendant qu'il vous fait votre avatar, vous faites un café ou je sais pas quoi. Hein. C'est une déconner, c'est fou. Hein. Allez. Avatar. Il faut que ça ressemble plus à quelque chose d'humain, sinon Remote Face ne reconnaît pas une figure. Sur Remote Face, j'ai pris mon image que j'avais donnée de GPT-3, je l'ai mis sur Remote Face, et ensuite, j'aurais pu très bien utiliser aussi une application encore utilisant l'intelligence artificielle pas aussi développée, ces fameux text-to-speech, où vous tapez un texte et cette application la lit avec une voix de femme, une voix d'homme, une voix d'enfant, enfin bref, il y a tout un tas d'applications plus ou moins sophistiquées. Évidemment, les plus sophistiquées sont chères, enfin il faut payer en tout cas. Moi je pense à Descript qui peut le faire très bien, mais il aurait fallu que j'ai une autre version. Surtout, tous les résultats que j'avais, et même je pense avec Descript, auraient été trop plats pour la sensation que j'avais de véritablement parler avec un être qui réfléchissait devant moi, comme dans les films de science-fiction, j'étais dedans. Nous avons notre robot qui parle, on va pouvoir lui lancer le texte qu'on a fait tout à l'heure avec Narakit. Zoom, c'est là. Narakit, attention, c'est parti. Oui,
une intelligence artificielle peut avoir un potentiel intellectuel. En fait, certaines des intelligences artificielles les plus avancées dans le monde aujourd'hui ont un potentiel intellectuel très élevé. Cependant, il est important de noter que l'intelligence d'une intelligence artificielle est généralement limitée par la qualité des données et des algorithmes qu'elle utilise, ainsi que par les ressources informatiques dont elle dispose. Donc, ça paraît incroyable, mais donc à chaque fois qu'il me proposait une voix, ça me paraissait plat, et puis ça me paraissait trop masculin, trop féminin, donc j'ai essayé de mixer plusieurs voix, tout ça. C'était difficile. Au final, je me suis dit, la meilleure manière de rendre l'impression que j'ai eue de discuter avec cette intelligence artificielle, c'était peut-être de l'interpréter moi-même, comme ça donnerait plus de vie et de traficoter ma voix. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez le faire avec un text-to-speech, et donc vous aurez fait tout ça avec uniquement de l'intelligence artificielle. Et aussi pour les gestes de la tête, les gestes des yeux et de la tête sont le suivi de votre tête, c'est-à-dire que l'avatar refait exactement ce que vous faites. Oh. Ah. Voilà, c'est donc super simple et je vous assure que je me suis vraiment amusé et puis j'étais vraiment dedans parce que quand d'un seul coup, je l'ai vu me parler et répondre aux questions que je lui avais posées, que j'avais lues déjà auparavant, mais cette fois-ci avec une voix et en s'animant, c'était vraiment féerique, c'était magique. Je sais pas comment expliquer ça parce que vraiment... Il faut imaginer que c'est une conversation avec quelqu'un, sauf que ça serait quelqu'un qui connaîtrait 300 fois plus, 300 000 fois plus, mieux, bien, plein de choses que vous, et à qui vous pouvez lui dire non, mais tu as tort, et il va s'adapter, il va dire je suis désolé si je t'ai contredit, il va dire peut-être. Alors par exemple, dans le cas de cette discussion sur l'intelligence, il est vrai qu'au départ, je lui avais posé des questions, je lui avais demandé qu'est-ce que l'intelligence, il m'a répondu. Donc après, je me suis dit, tiens, c'était peut-être un peu trop compliqué pour les gens. Alors, je lui ai demandé comment on pourrait définir certaines choses. Je lui ai demandé pour quelqu'un de 7 ans, par exemple. Et là, il s'adapte à quelqu'un de 7 ans. Je lui ai demandé aussi de me faire un dialogue pour un magazine populaire. Vous pouvez même nommer le magazine populaire. Vous pouvez lui demander de faire un dialogue pour YouTube. Et c'est vrai que au niveau des intelligences, les premières réponses qu'il me donnait, c'est vrai que pour moi, c'était un peu choquant parce que il mettait sur le même plan tout un tas de théories de l'intelligence qui peuvent se mettre sur le même plan si on considère que ce sont des théories. Mais il a fallu que je gratte et que je lui pose des questions plus profondes pour qu'effectivement, il m'explique que le facteur G et donc ce que mesurait le quotient intellectuel était bel et bien celui qui avait le consensus scientifique le plus large et qui donnait lieu à des confirmations suite à des recherches et des études qui le liaient à des états de fait et de vie comme la réussite scolaire, la réussite professionnelle, tout ça, et que lorsqu'il parlait d'intelligence multiple ou de capacités multiples, effectivement, c'était moins relié à ça et qu'il n'y avait pas de confirmation scientifique de ces concepts. Donc il faut à chaque fois aller gratter. Il ne connaît absolument rien de la psychologie française au niveau du haut potentiel. Il ne connaît ni Jeanne Siofachin, ni les zèbres, ni le haut potentiel émotionnel, évidemment, puisque c'est un concept qui n'existe pas. Il ne connaît pas la pensée en arborescence. Ces théories sur l'intelligence sont principalement ce que vous voyez dans le monde anglo-saxon et que principalement vous voyez dans le monde entier. Mais étant donné que même au niveau anglophone et surtout américain, haut potentiel intellectuel, high intellectual potential, n'est pas vraiment utilisé, qu'on utilise vraiment là-bas en général, les termes gifted ou high achiever ou high IQ ou OQI, enfin bref, ce sont des termes différents. Donc j'ai essayé de rentrer dans les détails et de lui demander, alors j'ai fait une discussion assez longue que je vous retranscrirai évidemment par écrit sur le blog, donc je vous mettrai le lien de cette discussion très longue qui vaut vachement le coup. Mais là, vraiment, pour cette vidéo, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de vivant, d'assez rapide, d'assez short, avec quelque chose à la fois de détonnant et de surprenant au niveau de ses capacités à bouger, ses capacités à parler. Et aussi, je voulais faire quelque chose qui puisse parler à tout le monde de l'intelligence et des hauts potentiels intellectuels en général. GPT-3, franchement, je te remercie. Et surtout les gens qui ont développé ça, parce que vous êtes des oufs, les gars. Vous êtes... Et les garces, les gars et les gattes. Guys, parce qu'en anglais, quand on dit guys, on dit
homme, femme, femelle, binaire, non-binaire, tout ça, vous êtes des oufs. Donc, il sait tout sur Emmanuel Macron, il y a pas de problème. Peut-on expliquer Emmanuel Macron à un enfant de 5 ans du XVIIIe siècle? Ah, vous voyez, donc la réponse, elle est bien. Vous voyez que cette réponse, elle est intelligente. Alors, on peut lui répondre de suite, comme si on était au XVIIIe siècle. Alors, imagine comme si on était au XVIIIe siècle. Si vous étiez au XVIIIe siècle, il est un peu psychorigide, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez pertinent comme réponse. Bon, peu importe, vous avez vu à peu près comment ça marche. Voilà. Si vous voulez en savoir plus comme d'habitude, hein, vous regardez le prochain épisode qui arrive. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous vous sentez une âme charitable, de liker, de vous abonner, de faire un petit commentaire sympa ou alors de laisser des étoiles sur le podcast parce que vous savez, ça peut m'aider. Et puis, si vous vous sentez une âme encore plus charitable, vous pouvez bien entendu faire une donation à ce podcast. Tous les liens sont dans les descriptions. Merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo. Caractéristique unique, caractéristique unique, caractéristique unique, caractéristique unique.